Lorsqu'il est détecté, le cancer du sein est le plus souvent dénué de symptômes. Lors de l'annonce, le cancérologue doit expliquer clairement la maladie et la prise en charge envisagée, mais il doit aussi prendre en compte les angoisses de la patiente pour mieux y répondre. Le cancer du sein, c'est une maladie virtuelle. C'est-à-dire que les gens à qui on annonce un cancer du sein, ils ne sont pas malades. On leur annonce ça, c'est une image à la radio. À la rigueur, une petite boule qu'on palpe, mais en aucun cas de la douleur ou une maladie. Et les principaux dégâts de cette maladie, ça va être des dégâts psychiques. C'est-à-dire comment ils vont être confrontés à l'idée de la maladie, comment ils vont être confrontés à l'idée de la mort, comment ils vont être confrontés à la gestion de cette maladie vis-à-vis de leur entourage et comment eux, ils vont sortir de l'angoisse. Ce qui est marquant dans cette maladie, c'est qu'il faut échapper à l'angoisse que ça provoque. Je me disais chaque jour, c'est pas un cancer, ça peut pas être un cancer. Chaque matin, chaque soir, je me disais, c'est pas possible que ce soit ça. Voilà. Donc c'était ça. Et d'un seul coup, vous passez de l'autre côté de la barrière et on vous assène un mot qui est terrible, qui est le cancer. Or, il n'y a pas un cancer du sein, il y a des cancers du sein, beaucoup de cancers du sein. Et tout le travail du chirurgien va être de préciser à la patiente quel type de cancer du sein elle a et quelles sont les conséquences pour elle, en sachant qu'heureusement, dans les cancers qui sont dépistés tôt, le plus souvent, sont des cancers d'excellent pronostic, ce sur quoi il faudra insister dès le temps d'annonce. Première réaction, ça a été comment je vais annoncer ça à mes enfants. Bon, je me disais que j'allais y passer, mais tout en espérant que j'allais pas y passer. La peur du cancer, ce n'est pas toujours la même peur. Ça touche des éléments très différents de la vie des femmes. Ça peut être la peur de la mort, ça peut être la sexualité, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être comment le dire aux enfants, ça peut être que vais-je devenir alors que j'ai des enfants en bas âge. Donc il faut, dans l'intimité de la consultation, réussir à mesurer quels sont les pôles d'angoisse les plus forts et répondre à ces angoisses point par point, en se faisant aider, le cas échéant, par des psychothérapeutes, psychologues, psychiatres. Mais encore une fois, on ne peut pas se défausser sur les psychiatres et les psychologues. Nous, on est cancérologues, notre métier, c'est que les gens arrivent à la consultation avec l'angoisse sur les épaules, il faut qu'ils ressortent avec le sourire. Il faut qu'on arrive à les faire ressortir avec le sourire. En tout cas, on essaye que les gens repartent en étant soulagés. Rassurer les patientes, les accompagner dans leur prise en charge, ces missions ne sont pas sans conséquences sur le vécu des cancérologues. J'ai eu envie de faire un documentaire sur ce moment qui est partagé par les médecins et les patientes du moment du traitement de la maladie. Alors comment je fais? Je fais pas bien. Je fais pas bien parce que je fais tellement mal que quand la consultation se termine vers 22 h, en ayant démarré tôt le matin, je reste en consultation une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis je reste là, j'attends. Je veux pas emmener ça chez moi. Alors certains soirs, après certains entretiens ou visites difficiles, on est parfois très vidé. Et c'est difficile de retrouver l'énergie nécessaire pour reprendre le cours de la vie normale, d'arriver à la maison, de s'occuper des enfants comme si de rien n'était, d'entendre les petits bobos des uns et des autres. C'est quand même un métier qui a une très forte implication sur la vie personnelle. Chaque jour, patientes et médecins vont devoir trouver la force. Pour elles, la force qu'elles se sont découvertes pour continuer à vivre. Pour eux, la force de calmer leurs angoisses et de mener avec elles le combat contre le cancer. Moi j'avais un méchant cancer, mais ça dépend un peu de leur cancer, mais disons qu'un méchant cancer, vous avez 9 mois. 9 mois de combat et 9 mois de descente. C'est-à-dire que la descente, elle est progressive, mais elle dure 9 mois. Donc vous allez toucher le fond, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, une fatigue que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis après, vous ne pouvez que remonter. Et la remontée est presque aussi rapide. Et après, je trouve qu'après, la différence, c'est que vous avez une vie beaucoup plus riche. Alors, une fois que vous avez passé les 9 mois, une fois que vous avez passé la chirurgie de reconstruction, vous avez tout ça, vous savez, ce qu'on doit savoir à partir de l'âge de 15 ans à peu près, que la vie est courte. Hein. 1, la vie est courte. 2, elle a une fin un jour. Hein. Alors cette fin, on se dit toujours, quand on a 40 ans ou 50 ans, mon Dieu, j'ai le temps de voir venir, largement. Quand on a 40 ou 50 ans et qu'on a un cancer, évidemment, on se dit, flûte, je vais peut-être pas faire centenaire, je vais peut-être même pas faire octogénaire, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc on sort, à mon avis, c'est une richesse, c'est quand même une richesse.
C'est mieux si on n'a pas le cancer. Mais si on a le cancer, on est plus riche qu'avant. Visible en ligne, le documentaire du docteur Isabelle Sarfati témoigne du courage de ces femmes menacées par le cancer et de ces professionnels de santé qui, ensemble, luttent contre cette terrible maladie.